Lors de son discours de vendredi 4 novembre dernier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été très clair. Il a donné des instructions fermes, notamment au chef d'état-major, de pouvoir enrôler massivement les jeunes au sein de l'armée. Et il a également appelé la jeunesse congolaise à la vigilance face à l'agression dont est actuellement victime la République démocratique du Congo. C'est le message que nous allons essayer de décortiquer au cours de cette émission avec le président de la Lizadel, qui n'est plus à présenter, M. Joseph Godé Kaembe. Bienvenue à nouveau dans ce nouveau numéro. Merci. Vous êtes non seulement président de la Lizadel, également acteur de la société civile. M. Godé Kaembe, comment, de façon globale, avez-vous reçu les discours du chef de l'État? Moi, je pense que c'est un discours responsable, où il fait appel. D'abord, il fait l'historique de marche diplomatique qu'il a menée auprès des autres acteurs, auprès de nos adversaires. Et parce qu'il ne fallait pas tout de suite prendre la décision sans que la population sache qu'est-ce qu'il a fait au préalable pour arriver à prendre la décision. C'était un discours pédagogique et qui était important pour que la population sache pourquoi il s'est engagé dans cette lutte. Et ça, personnellement, j'ai trouvé que c'était bon. C'était bon, même si d'aucuns estiment qu'il devait clairement déclarer la guerre au Rwanda, mais à demi-mot, il faut quand même le signaler. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a démontré les limites pratiquement de sa diplomatie. Il a appelé la jeunesse à la vigilance, il a appelé le chef d'État armé, Christian Tshio, à pouvoir enrôler massivement les jeunes au sein de l'armée. Est-ce que, entre les lignes, vous comprenez que Félix Tshisekedi a appelé indirectement à une guerre contre le Rwanda actuellement? Le président de la République il dit clairement que nous sommes attaqués par le Rwanda. Mais il appartient à l'armée de jouer son rôle. Il dit que nous devons bouter les ennemis dehors. Mais quand nous devons les bouter dehors, on doit aller avec eux, juste dans leur pays. Et je crois que le Rwanda a pris le risque. Je vous l'ai dit la fois passée, quelque chose qui va lui coûter cher parce qu'aujourd'hui, il s'est permis d'attaquer le Congo, d'envoyer jouer derrière le M23. Et je suis convaincu que ceux qui sont entrés au Congo ne vont plus y rentrer. Ça, je tiens ça aujourd'hui. Ceux qui sont entrés ne vont pas rentrer. Et ils ne vont pas rentrer. Et la suite serait la catastrophe pour le Rwanda. Et ça, je suis convaincu. Parce qu'entrer dans une ville, c'est une chose. Y sortir vivant, en est une autre. Donc c'est comme, je vous l'ai dit la fois passée, que lorsque le Russe sont entrés pour la première fois en Ukraine, ils sont allés dans la capitale. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient piégés et on les a tués en masse. Et ils ont fui, ils sont rentrés. Et ceux qui sont rentrés ne peuvent plus oser entrer dans la capitale. Parce que la situation serait la catastrophe pour la Russie. Donc, quand vous êtes dans une ville où il y a déjà les militaires qui ont déjà pris toutes les dispositions, soyez rassurés que vous ne sortirez pas vivants. Ceux qui sont entrés dans le pays au Congo ici ne vont pas rentrer chez eux. Et ça sera très grave pour le Rwanda. Et d'ailleurs, après la guerre, je suis convaincu que d'ici là, si nos militaires vont prendre les responsabilités, nous espérons que la situation du Rwanda sera... L'option militaire est déjà lancée, elle est observée sur le terrain. Mais comment d'abord, au niveau de la population, au niveau des acteurs politiques, au niveau des acteurs de la société civile, bref, les forces vives de la nation, comment expliquer ce silence? Le président parle, il donne un mot d'ordre, il est clair dans son adresse. Ni les acteurs de la société civile, ni les partis politiques, aucune initiative pour le soutenir. Est-ce que, selon certaines langues, Tshisekedi ne serait même pas en communion avec son peuple? Comment expliquer ce silence presque 4 jours après la tenue de ces discours? Il n'y a pas de silence. La société civile a fait plusieurs déclarations. Et la société civile est en train de préparer une grande marche sur l'ensemble du pays. Donc d'ici les 19, il y aura une grande marche qui sera animée par la société civile. Donc il ne faut pas croire que les gens sont en train de dormir. Les gens on est en train de travailler. Et puis la marche ne se déclenche pas de cette manière-là. La marche, on la prépare.
On ne peut pas sortir d'emblée parce que le président fait le discours le lendemain. Vous sortez sans qu'il y ait des préparations. Ne fût-ce qu'une manifestation spontanée qui la population traduit vraiment votre adhésion. Comme vous le savez, dans tous les pays organisés et même démocratiques, avant de faire la marche, vous devez demander l'autorisation de pouvoir en place, notamment de l'administration. Les gens ils sont disposés à pouvoir marcher, mais ils doivent vous demander l'autorisation. Ça se prépare. On demande des autorisations, ou bien on informe les autorités pour qu'elles prennent des dispositions pour encadrer les manifestants. Mais ce que je déplore aussi, c'est que au niveau dans ce pays-ci, il y a un seul parti politique. Les autres partis politiques sont les partis satellites. Le seul parti politique qui est capable de mobiliser 1 million de personnes, celui des PES. Un vieux parti, un parti où on le trouve de fanatiques, on le trouve de militants, des gens engagés. On peut dire aujourd'hui, nous avons besoin des millions de personnes, l'UDPS peut le faire. Mais le problème qui se pose au niveau des autorités du l'UDPS, peut-être qu'ils ne mesurent pas concrètement, qu'ils ne mesurent pas l'impact de tout ce que le président est en train de faire. Vous vous rappelez que le président fait un grand discours aux Nations Unies. Qu'est-ce que l'UDPS a fait? D'ailleurs, si c'était les gens organisés, à la veille, même avant que le président prononce son discours, on aurait déjà mobilisé les militants pour que dès qu'il prononce son discours, qu'il y ait une marche de soutien. Parce que le combat que mène le président, ce n'est pas un combat de Tshisekedi, c'est un combat de la nation. Il faut que la population s'en approprie, il faut que les partis politiques s'en approprient. Mais on constate que dans son propre parti, il n'y a pas d'initiative de ce genre. Et ça que nous déplorons. Au-delà des activités de masse, j'en viens là, au-delà des activités de masse, ne fût-ce que de communiquer dans les différents salons politiques. Oui. Ce silence-là inquiète beaucoup les gens. Non, ce n'est pas que les gens ne sont pas d'accord avec le président. Je vous ai dit la fois passée que nous avons un problème au niveau d'analyse en profondeur. Ou bien parce que la profondeur appelle la profondeur. On a l'impression que nous sommes trop légers, nous les Congolais. Quand même nous pouvons être d'accord avec le président, mais il faut quelque part le leader politique prenne des initiatives d'organiser la population, de faire des déclarations, de passer tout le temps à la télévision, de sensibiliser. Vous voyez, le discours du président, quand il le fait, il faut que ça passe plusieurs fois à la télévision. Dans toutes les télévisions, ça devait passer. Et aujourd'hui, vous constaterez que les gens sont préoccupés. Les Congolais sont préoccupés par l'argent, ceux qui payent, et par les intérêts personnels. Mais ils oublient que si le pays, s'il n'existe pas, cet argent, on n'aura pas. Il faut que les gens sachent qu'il y a la part qui doit être réservée pour l'intérêt national, il y a aussi la part personnelle. Donc la part personnelle ne peut pas prendre une proportion beaucoup plus importante que l'intérêt collectif. Un des rares politiques à pouvoir réagir au discours du chef de l'État, je parle ici de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui, dans un message relayé sur les réseaux sociaux, il dit que dans le contexte actuel, l'adhésion populaire n'est pas faisable puisque pour lui, il y a pratiquement certains candidats qui semblent être privés de leurs droits. C'est-à-dire qu'il estime que avec le contexte, le processus électoral qui est en cours, lui, en tant que futur candidat président de la République, il semble être privé des droits. Le contexte politique ne permet pas que les gens puissent adhérer massivement à l'idée du chef de l'État à partir du moment où il constate une discrimination dans les processus électoraux avec des candidats qui doivent être mis de côté. Est-ce que vous l'avez suivi ou bien qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, en tant qu'acteur clé, moi j'ai mobilisé les étudiants à l'université pour marcher contre M. Mobutu. Il n'y a rien qui s'est fait spontanément. Il n'y a rien qui s'est fait spontanément. J'ai organisé le marche à l'époque, les journées villes mortes. Après l'université, j'ai organisé les villes mortes. J'ai organisé les journées villes mortes jusqu'à le marche. Rien ne s'est fait spontanément. Il doit y avoir une équipe qui prépare tout ça, qui prend des contacts. Le problème, c'est qu'il y a un vide. Ma tête ne peut pas nous dire que parce qu'on est contre lui, le pays, il y a eu cette léthargie. Ma tête, qu'est-ce qu'il représente au Congo? Pour que les gens lui fassent confiance. Il n'est pas crédible lui-même. Il ne peut pas être crédible. Le plus important dans ce pays-ci, c'est qu'il fallait mettre en place des structures de mobilisation.
ces structures existent. Et quand même, il y a des gens. Alors qu'il doit faire ce travail-là, de mettre en place les structures de ce sont les acteurs de la société civile que vous êtes. Il y a la société civile qui fait sa part. Il y a les politiciens notamment, les gens de l'UDPS, les gens de l'Union sacrée, qui doivent faire leur part. S'ils sont dans la distraction, comme je vous l'ai dit la fois passée, leur tête peut être ailleurs. Ils ne sont pas... Papa, je vous l'ai dit avec sincérité. Ce pays ici, s'il n'y a personne qui prend l'initiative, personne ne se le fera. Donc s'il n'y a pas de gens qui prennent l'initiative, qui sont préparés à faire ça, à comprendre, à lire les intentions politiques, ou à pouvoir lire le futur pour mener des actions aujourd'hui, personne ne le fera. Moi, je me souviens qu'en 90, je regardais le discours de Lunda Bouloulou, qui était Premier ministre, et je rentre à la maison, je prépare un tract, je montre à Kibasa, Kibasa accepte, je montre à Tshisekedi, on fait la marche, on organise la marche. Ça part d'un individu. Si cette initiative n'est pas prise par un individu, n'espérez pas que toute la population va prendre l'initiative. Ceux qui se disent politiciens, ceux qui se disent classe politique, ou sinon les leaders politiques, s'ils n'ont pas d'initiative, qui va le faire? Donc c'est question d'initiative. Donc je vous dis ici présent que quand moi j'ai fait mes études, je me suis mis à combattre Mobutu. Pendant 3 ans, je suis resté à la disposition de l'UDPS et l'Union sacrée, parce qu'à l'époque, il y avait l'Union sacrée. C'est moi qui initiais toutes les marches. Un individu pouvait initier les marches. J'initiais les marches pacifiques, j'initiais les journées villes mortes. Et Oléigama rejoint. Donc je vous dis que ce pays a un problème, c'est qu'il n'y a pas de gens qui prennent des initiatives. Aujourd'hui, l'UDPS est géré par quelqu'un qui est secrétaire général. C'est cette personne-là qui est censée avoir une équipe pour qu'à chaque moment réfléchir, prendre des initiatives pour montrer l'adhésion de la population à l'action du président. Le président est en train de lutter contre un monstre. Le monstre, c'est l'Occident et d'autres pays africains qui envient ce Congo. Mais le président, quand il parle, il faut les gens qui doivent mobiliser la population pour les manifester. Et cela, ça ne doit pas se faire automatiquement. Il appartient au secrétaire général de l'UDPS, il appartient aux différents responsables politiques de l'Union sacrée de penser que le discours que fait le président engage le pays. C'est une grande lutte qui est en train de mener d'émancipation du Congo. Il faut que les gens s'engagent. On ne peut pas laisser... Il n'y a que la société civile qui prend l'initiative. Aujourd'hui, Félix est en même temps au front avec l'option militaire et en même temps avec la diplomatie. Vous n'avez cessé de décrier l'infiltration dont est victime notre armée actuellement. Est-ce que, selon certaines langues, on ne peut pas vivre les tristes scénarios de Moselle 2001, on engage la guerre en étant infiltré, pour ne pas parler d'une éventuelle mort, on n'a pas besoin de tout ça. Je vous dis ici, en regardant notre population, Félix Antoine Tshisekedi, c'est Dieu qui l'a placé là. C'est Dieu qui l'a placé, c'est un homme de Dieu. Si Tshisekedi mourait à cause soit d'un coup d'État organisé par l'Occident, soit de la trahison des Congolais, à moins que Dieu n'existe pas. Si le Dieu que nous prions, Jésus-Christ est vivant, personne ne va rien faire contre Tshisekedi. Tu sais, je vais vous dire mon cas personnel. Je suis étudiant à l'université. J'organise la révolution contre Mobutu en 89. À l'université de Kinshasa. De Kinshasa, en 89. J'organise la révolution à l'université qui a débouché sur la consultation populaire. Demandez à votre ami de Kassai Uni, c'est qui Kambaye. Demandez à Kambaye. Kambaye était mon secrétaire à moi à l'université. J'organise la révolution à l'université. Mayele est venu pour me tuer à l'université. Le général Mayele. Mayele. Il est venu envoyer pour me tuer. On a monté toutes les stratégies. Les services de sécurité se sont mobilisés pour me tuer. Je suis vivant. Parce que je luttais pour une cause noble. Quand vous êtes avec Dieu, rien ne fera contre vous. Mais il faut regarder aussi la réalité politique en face. Je l'ai dit, rien n'arrivera à Félix. Rien n'arrivera à Félix. Tant qu'il a pris ce pays, il a consacré à Dieu. Tant qu'il considère qu'il est entre les mains de Dieu qui les protège, rien ne passera contre lui. Dieu fera sa part. Non, même lui-même, même s'il ne croit pas à la puissance de Dieu, je lui dis qu'il est sous la protection de Dieu. Rien ne va lui arriver. Je suis vivant, je suis un exemple vivant. Je vous dis que même les collègues à l'université qui étaient des hiboux déclarent que je suis féticheur. Je ne connais pas le fétiche. Parce que quand ils me suivaient, je disparaissais. Dieu sait protéger les siens.
Et Félix Tshisekedi est sous la haute protection de l'Éternel. Rien ne va lui arriver. Le fait pour lui de ne pas avoir participé à la COP27 en Égypte où une réunion sécuritaire s'est tenue, est-ce que c'est un message lancé à ses collègues de la sous-région ou bien c'est juste une stratégie pour suivre de près les actions militaires qui Mais le Congo est représenté par le Premier ministre. Pourquoi lui doit être là? Le Congo est représenté par le Premier ministre. En termes de considération, puisque ses homologues sont présents, ils auraient pu également envoyer leurs représentants. Ce ne sont pas tous les présidents du monde qui doivent être là. Il y a les présidents, il y a le Premier ministre qui vient. Le président est occupé pour la sécurité du pays. Tu as vu le président de l'Ukraine là-bas. Tu as vu le président de la Russie là-bas. Le Congo est attaqué. Lui, le président va se déambuler pour aller dans des réunions pour faire quoi? Donc je crois qu'il a bien choisi de pouvoir envoyer le Premier ministre pour nous représenter. Alors, ça serait un problème. Avec l'option militaire qui a été saluée à Goma, nous avons vu que la seule ville, la seule province qui a réussi à mobiliser les gens, actuellement, on signale près de 3000 jeunes qui doivent être enrôlés au sein de l'armée. Mais pourquoi les autres provinces ne peuvent pas emboîter les pas? Ou bien, puisque la guerre se passe à Goma, ce sont les jeunes de Goma qui doivent être l'exemple dans cet enrôlement? Je vous ai dit que nous avons un problème au Congo. Nous avons un problème d'initiative. Première chose, quand vous voyez les chiffres de 3000 à Goma, ce sont les gens qui sont concernés par la guerre. Ils ne s'engagent pas. La mobilisation, ce n'est pas ça la mobilisation. Donc 3000, c'est un chiffre insuffisant ça, pour vous. Ça ne veut rien dire à Goma. Parce qu'on a tué 10 millions de personnes. C'est une opportunité pour eux, pour qu'on le trouve 100 000 personnes, 200 000 engagés directement dans l'armée. Tu vois, quand on fait le statistique, l'Est représente une grande partie de la population congolaise. Oui. Et les gens qui meurent sont les gens de l'Est. Et quand on fait la mobilisation, il faut que les gens comprennent de l'Est que ce ne sont pas les gens d'autres provinces qui doivent aller mourir pour eux. Eux-mêmes doivent s'engager dans la guerre. Ils doivent engager leurs enfants dans la guerre pour protéger l'Est. Et les autres provinces viennent appuyer. Mais si on fait l'appel à la mobilisation, vous me parlez de 3000 personnes. 3000 personnes, ça représente quoi? Or, nous avons besoin d'1 million des Congolais qui doivent se mobiliser pour défendre l'Est, pour défendre le Congo, parce que ce n'est pas seulement le Rwanda. Il y a d'autres, il y a d'Ouganda qui combattent aussi le Congo. On a besoin des gens engagés dans l'armée. Quand vous me parlez de 3000, ça ne représente rien par rapport à l'intérêt du pays. Alors, donc, il faut que les gens de l'Est comprennent qu'ils doivent s'engager massivement. Parce que même s'ils ne s'engagent pas maintenant, ça sera tard pour eux. Parce qu'il y a déjà plus de 10 millions qui sont morts. Il faut qu'ils s'engagent, c'est une opportunité pour qu'ils soient formés dans l'armée pour faire face à l'envahisseur. Et si, à leur niveau, ils retiennent leurs enfants pour les protéger, et qui doit aller se mobiliser pour eux. Donc il faut maintenant qu'au niveau de chaque État, chaque province, que cette mobilisation, cette campagne se fasse pour l'engagement citoyen de tous les jeunes dans l'armée. D'ailleurs, s'il m'appartient à moi, j'ai demandé au président de la République de considérer ou de déclencher ou de prendre un décret que tous les jeunes qui ont fini les études cette année soient enrôlés dans l'armée. Ça se fait partout ailleurs, il n'y a qu'au Congo. Tous les jeunes, les 400 000, 500 000 qui ont terminé avant d'entrer à l'université, tous dans l'armée. Je crois qu'il doit déclencher bien ça. avant le début de cette émission, un média sérieux a publié une information selon laquelle le représentant des États-Unis ici aurait exigé des explications à la RDC qui a commandé cet hélicoptère russe. Pour ces diplomates américains, la RDC doit des explications aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi avoir commandé cet hélicoptère afin de les engager dans la guerre est. Comment trouvez-vous cette façon de faire avec un partenaire qu'on estime privilégié en relation RDC et puis les Américains, Washington? Les Américains ne sont pas les partenaires des Congolais. Ce sont les Américains qui sont en train de détruire ce pays-ci. Ce sont les Américains qui ont monté la stratégie d'anéantir les Congolais, comme les Anglais l'ont fait avec les Indiens aux États-Unis. D'anéantir le Congolais avec le vaccin, tout ça, pour nous anéantir. Mais s'ils estiment qu'ils sont en train de soutenir la RDC, pourquoi la RDC les Américains, ce qu'ils font aujourd'hui, ça va dans la même logique que nos amis en Russie ou bien en non, les Palestiniens. Voilà. Tu vois, les Palestiniens, on les empêche d'avoir les armes, mais l'Israël est armé suffisamment. Une grande puissance devant les gens sans armes. Et c'est ce qu'on veut faire de nous. On considère que les Rwandais sont supérieurs aux Congolais. Eux peuvent voir les armes, manipuler, faire ce qu'ils veulent au Congo. Et nous, le Congo, n'avons pas droit aux armes.
Donc ça, c'est la vision de l'Amérique. C'est l'Amérique qui veut nous maintenir dans la même situation que les Palestiniens. Donc si le Congolais ne peuvent pas dissocier ça. Donc quand on dit par exemple, on parle des Nations Unies, on parle de l'ONU. L'ONU c'est qui? L'ONU c'est l'Amérique. Ce sont les Américains qui ont utilisé l'ONU en 60 avec mission d'arrêter Lumumba. Vous vous rappelez que Lumumba a été arrêté par l'ONU. La mission de l'ONU au Congo est venue. Lumumba croyait qu'il venait pour la paix, mais ils sont venus pour arrêter Lumumba. Et c'est la même chose. Donc il ne faut pas considérer que quand ils viennent, ils sont dans leur logique. Le Congo doit être faible. Quand le président doit commander les armes pour défendre le Congo, il devient ennemi d'Amérique. Donc ils l'ont fait avec Kabila le père. Oui. Et il appartient à nous, les populations, à nous, le peuple, d'être vigilant et refuser. Et nous devons être veillés pour refuser cette logique de l'Amérique. Nous devons refuser. Monsieur Godé, Joseph Kaïmé, quelle doit être actuellement l'attitude des acteurs politiques, mieux des forces vives de la nation pendant cette période totalement exceptionnelle et particulière dans notre pays? Cette question est pertinente. Lorsque les Américains ont constaté que Mobutu, 12 ans après, il avait l'intention de rendre le Congo grand. Il a fait le barrage d'Inga. Il a fait les camps Mobutu, tous les camps que vous avez vus, tous les cités Salongo, cités Maman Mobutu. Mobutu a fait tout ça dans 12 ans. Quand ils ont vu qu'il allait plus loin, ils ont suscité l'opposition. Ils ont appelé Tshisekedi, ils ont appelé Kibasa. Ils ont dit que ce type ici ne connaît rien, c'est vous qui connaissez, vous devez le remplacer. Leur souci était d'affaiblir Mobutu. Tous les Tshisekedi et les Kibasa sont engagés dans le combat. Donc freiner l'élan de Mobutu. Il faut freiner l'élan de Mobutu. Il fallait créer l'opposition. Dis-moi un seul opposant, soutenu par les Américains, qui a accédé au pouvoir. Tout le monde est mort. C'est la même chose. Aujourd'hui, le Congo a besoin de l'unité autour du président. S'il n'y a que dans l'unité où les gens vont nous respecter. Nous ne pouvons jamais penser que nous pouvons être séparés ou divisés et que les gens nous pouvons avancer. Quand nous allons mettre notre différence ou notre opposition manifeste pendant cette période ici, on va utiliser l'opposition pour affaiblir le pouvoir en place et nous les détruire. Donc parce que quand lui ne sera plus au pouvoir, et ils ne vont pas y accéder. On va les détruire, comme on a détruit les Tshisekedi et les Kibasa. Donc, les Occidentaux ne peuvent pas, surtout les Américains, n'aiment pas les nationalistes. N'aiment pas les nationalistes. Tous ces gens qui se disent opposants sont nationalistes. Ils n'ont pas de place dans le cœur des Américains. Mais seulement on les approche. On a fait avec notre ami Kabound. Kabound qui avait une très bonne position. Ce sont eux qui l'ont dit à Kabound, mais toi, pour les détacher de l'ambition de devenir président en 2028, ils l'ont appelé pour lui dire que tu peux devenir président en 2023. Ce type-là ne vaut rien. Aujourd'hui, Kabound est Léo. C'est textuellement la même chose. Aujourd'hui, leur démarche, c'est d'affaiblir Félix, de l'empêcher d'atteindre des objectifs. Pour l'empêcher, on va toujours soutenir. Comme nous sommes, les Noirs sont complexés. Tous les policiers sont complexés. Quand ils sont appelés par un blanc, ils croient qu'il est arrivé. Alors, à ce moment-là, la tête grossit. Et ils vont faire leur opposition pendant cette période pour affaiblir le président, affaiblir l'armée, permettre à ce que la vision des Américains, des Occidentaux, se réalise au Congo. C'est à la perte du Congo. Donc, dans cette démarche de la guerre contre le Rwanda, par rapport aux stratégies qui doivent être mises en place, où il faudra encore revoir un peu plus pour que la RDC puisse s'en sortir de cette guerre contre l'Occident, selon ce que vous venez de dire tout à l'heure? 1 milliard ne suffit pas. Du moins pour la première fois. C'est pour la première fois. Oui. 1 milliard, c'est peu. Parce que ça fait 10% du budget. 10% du budget affecté à l'armée. C'était largement insuffisant. Parce que nous avons plus d'1 million de fonctionnaires que l'État paye pour rien. Plus d'1 million de fonctionnaires que l'État paye pour rien, qui ne peuvent rien apporter au Congo pendant cette période-ci. Nous avons plus d'1 million d'enseignants qui n'apportent rien dans ce pays-ci. Aujourd'hui, il y a des écoles fictives qui existent et qui bénéficient de cet argent-là. Faites attention, on ne peut pas déshabiller Saint-Paul pour habiller S'il te plaît, Saint-Pierre. papa, nous sommes pendant la période des guerres et nous sommes menacés.
la priorité des priorités sur le pays. Le service de sécurité et l'armée. La police. La priorité des priorités. Le reste, là, ça ne veut rien. Si vous regardez bien, tous les fonctionnaires que nous avons aujourd'hui, ils vont dans des bureaux, il faut qu'ils travaillent. Ils produisent quoi? On les paye pour rien. On n'a pas besoin d'avoir 1 million de fonctionnaires pour être payés. Ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin d'avoir 1 million d'enseignants pour enseigner dans quelle école. Et on leur paye cet argent. Ils ont produit. Ils forment quelle qualité de personnes qui peuvent accompagner l'État. Par contre, les Congolais ont besoin de la sécurité, ont besoin de la protection. Aujourd'hui, on doit payer les militaires correctement, on doit payer la police, on doit engager, on doit engager les jeunes gens dans l'armée, les jeunes dans la police, dans les services de sécurité, les activer. Ça demande beaucoup d'argent. Il faut au moins 20% du budget de l'État affecté à ce service-là. Parce que par rapport à notre budget, parce que nous n'avons pas beaucoup de millions. J'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux dire que les manques d'engouement auprès des jeunes pour s'enrôler au sein de l'armée, c'est puisque quand il s'agit des partages dans les entreprises publiques, il y a des quotes pas réservées aux partis politiques. Mais pourquoi, quand il faut enrôler les jeunes de l'armée, les mêmes partis politiques n'envoient pas des jeunes, c'est plutôt le commun des mortels à qui on adresse des demandes pour s'enrôler. Ce n'est pas peut-être expliqué par le fait qu'il y a un égoïsme ou bien... Le problème qui se pose au Congo, c'est le patriotisme. On doit pouvoir préparer à notre jeune, à notre population au patriotisme. Voilà. Beaucoup de jeunes ne savent pas pourquoi ils vivent. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils vivent. Nous vivons pour des choses. Nous vivons pour pérenniser notre vie sur la terre à travers nos enfants. Nos arrière-petits-enfants. Quand vous envoyez les enfants dans les études, ce n'est pas que vous les envoyez pour qu'ils viennent vous prendre en charge. Vous les envoyez pour qu'ils se prennent en charge, pour qu'ils puissent pérenniser votre nom. Donc les gens doivent savoir que nous avons un seul pays. Et ça s'apprend à l'école. L'éducation civique s'apprend à l'école. L'école aujourd'hui est préoccupée à payer les salaires. Quand on parle de la gratuité, on paye les salaires aux gens. Ça s'arrête là-bas. On doit refonder notre système éducatif. Nous avons un problème réel, papa. Quand le président de la République parle, est-ce que les gens comprennent de quoi il s'agit? Quand on parle qu'il y a la guerre, quand on voit même les gens de l'Est, à l'Est, où ils sont concernés, il n'y a pas d'engouement. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que nous sommes des vrais hommes ou nous sommes des sous-hommes? Parce que tu as vu comment les Ukrainiens sont engagés dans la guerre. Tout le monde est engagé. Les gens envoient les femmes. Les vieux apprennent des armes. C'est pour montrer que les gens sont des patriotes. Ils savent qu'ils ont affaire à un pays. Nous ne connaissons pas pourquoi nous sommes sur la terre, pourquoi nous sommes au Congo. Et ça s'apprend à l'école. Et le système éducatif ne l'a pas permis d'avoir des patriotes. Le système éducatif a permis à ce qu'on ait des monstres qui savent parler français, écrire. Ça s'arrête là-bas. Des monstres. Vous avez annoncé sur notre plateau des actions de grandes envergures que vous allez mettre sur pied à partir du 19, si je ne me trompe pas. Est-ce que cela va apporter quelque chose à partir du moment où nous savons que nous avons organisé, ou vous avez organisé des marches dans ces pays? Vous ne pouvez pas essayer de changer de stratégie pour pouvoir essayer de bouter l'ennemi dehors, en dehors des marches, là, puisque nous savons que c'est aujourd'hui que vous allez organiser. Demain, comme on a toujours dit, le ciel ne tombera pas. Qu'est-ce qui peut être des spécifiques? Qu'est-ce que ces marches-là peuvent apporter des particuliers dans les contextes actuellement? La marche, c'est la prise de conscience et pour la consommation extérieure. L'engagement. Parce que quand vous dites aux Occidentaux que notre pays, peuple, est engagé de le président, on les mesure par quoi? Ce n'est pas la marche. Pas la marche de la population qui est engagée, qui est dans la rue. Toute la population dans la rue. Sera seulement à Kinshasa ou à travers le pays? S'il te plaît, si ça se fait dans toute la République, s'il m'est donné, moi Kayembe, on me donne la charge de mobiliser notre population. Ça se fait au même moment dans toutes les provinces et à la même heure. Les gens ne réfléchissent pas plus loin. Il faut mettre des moyens pour pouvoir organiser cette marche. Et c'est important. Cette marche organisée permettra à ce que l'opinion internationale, que ce soit l'opinion internationale, que ce soit nos adversaires, sachent que les Congolais sont derrière leur président et qu'ils sont déterminés à ce que le pays ne se balkanalise pas. Mais lorsque les gens sont indifférents, ils cautionnent le plan de balkanisation de l'Occident. Il faut que les gens s'engagent en manifestant leur désapprobation. Les gens doivent aller dans la rue, manifester leur désapprobation. Et comment? Pour descendre dans la rue, ça se prépare.
Ça se prépare, monsieur. Ce n'est pas automatique. Il faut que les gens soient capables de pouvoir réfléchir comment mobiliser la population. Comment mobiliser la population? Et puis, ça ne se fait pas par les déclarations, ça se fait porte à porte. On mobilise les jeunes gens. Tu vois, l'UDP, c'est un grand parti politique qui a des jeunes engagés. Au lieu de les garder, tous ces jeunes gens peuvent être envoyés dans des quartiers, mobiliser les papas et les mamans, descendre dans la rue pour manifester leur désapprobation. Mais quand cette initiative n'est pas prise au niveau des chefs des partis, ça va se faire comment? Monsieur Godet, si vous étiez donné, c'est la dernière question et votre dernier mot, de faire entendre la voix du pays auprès des chancelleries occidentales que vous pointez du doigt d'être derrière le Rwanda pour, n'est-ce pas, balkaniser le Congo. Qu'est-ce que vous leur direz actuellement où le pays est en proie aux groupes armés? Regardez la caméra et vous pouvez vous adresser aux Occidentaux qui vous suivent actuellement et ça va être le dernier mot. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devant le monde entier, est allé présenter la situation du pays aux Nations Unies. Démontrer que notre pays est en insécurité. Mon peuple a été tué par Kagame. 10 millions de morts. Il a dit devant l'Assemblée des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Quelle chancellerie? Qu'est-ce qu'on peut dire mieux? Où est-ce qu'on peut dire mieux? Il l'a dit devant les Nations Unies. Même au sacrifice suprême. Le monde entier réuni. Il a dit, il a pris l'engagement qu'il ne pourra jamais reculer pour ce qui concerne les terres du Congo. Mais la chose la plus simple qui devait être faite, c'est de démobiliser la population à Kinshasa, dans tous les pays, pour manifester sa désapprobation face à l'Occident et aussi pour manifester son soutien au discours du président. Aucune initiative n'a été prise. Aucune initiative. Mais ces gens-là disent, ils font quelle politique? Et ils font quelle politique? Si pour soutenir le président fait un pareil discours qui nécessite l'appui, l'accompagnement de la population, les gens ne prennent pas d'initiative. Les gens sont dans leur bureau en train de parler des postes. Vous pensez que c'est... On ne sait pas. Quel genre de politiciens nous avons dans ce pays? Quel genre de politiciens? Mon cher ami, je te dis que moi seul, je suis étudiant à l'université en 89. J'ai organisé dans ma chambre la révolution qui a débouché sur la démocratisation. Si on a parlé des consultations populaires sur l'action de M. Kagame, il ne faut pas me parler d'autres personnes parce que l'IDP s'est affaibli. À cette époque-là, c'est moi qui ai mené l'action à l'université avec mes collègues. Demandez à Kambaye. Restons vigilants. Que chacun fasse son travail. Acteurs politiques de l'opposition, de la majorité. Je crois que notre pays, la mère patrie, est attaquée. Le chef de l'État a appelé à une vigilance citoyenne. Il a appelé à l'enrôlement de jeunes. De partout où vous êtes, que chacun dans ce qu'il peut faire puisse comprendre que le pays est totalement attaqué. Nous devons unir nos forces, nous devons unir nos voix, que chacun prenne conscience partout où il se trouve, à l'est, au sud, à l'ouest comme au centre. Nous devons nous lever derrière les FARDC, derrière le président de la République, afin que l'agression dont nous sommes actuellement victimes ne puisse plus progresser. Sinon, le pays qui nous a laissé, Lumumba, Etienne Tshisekedi et bien d'autres combattants qui ont milité pour la défense et l'intégrité territoriale risquent pratiquement d'être divisés. Nous sommes d'accord avec ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'opposition actuellement, il n'y a pas de majorité. Ce qui prime, c'est le pays. Ainsi prend fin cette émission sans détour qui a eu le plaisir de recevoir pour vous, M. Joseph Godé Kayembe. Merci beaucoup d'être passé. À moi de vous remercier.